Bien, on est de retour pour poursuivre cette émission. Le temps pour nous d'accueillir sur le plateau Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux confrères. Alors, on parlait avant votre arrivée de la Centrafrique, la présidentielle, dans un contexte plutôt tendu. C'est vrai que l'explosion de violence n'a pas eu lieu. Finalement, on peut se dire que tout est bien qui finit bien. C'était prévisible que cette explosion de violence n'ait pas lieu. Vous savez, le cas de la Centrafrique est symptomatique. Il ne faut pas considérer la Centrafrique comme un pays, mais plutôt comme une tribu. Une tribu, enfin, comme une multitude de tribus où chacun gère. Ce n'est pas un État dans la manière même de fonctionner d'un État. Et aujourd'hui, il y a plusieurs clans. C'est vrai que le président Touadéra a aujourd'hui la capitale, Bangui, mais a également le soutien d'un certain nombre, notamment de la mission de l'ONU qui est présente là-bas. Mais on ne peut pas comprendre que malgré l'existence de cette mission et tout, il y ait pu y avoir cet assaut-là des groupes armés soutenus notamment par Bozizé, qui ont, il s'en est fallu de peu, pris la capitale au président Touadéra. Et donc, c'est dire que, comme le soulignait tout à l'heure mon confrère Ambroise, il y a un certain nombre d'intérêts qui sont en jeu au sein de la Centrafrique, mais les Centrafricains eux-mêmes ne sont pas encore assez organisés pour dire non à ces intérêts supranationaux-là qui viennent pour maintenir la Centrafrique dans l'imbroglio qu'il y a aujourd'hui pour justement continuer à piller la ressource, les ressources. Il ne faut pas oublier qu'en termes de la Centrafrique, c'est quand même beaucoup de bois que convoitent aujourd'hui plein de pays. Il y a la France, il y a bien évidemment aussi la Chine, la Russie, il y a les nouveaux pays, le Brésil, la Turquie, l'Inde aussi. Et donc, à mon avis, la Centrafrique est par excellence pas un pays, mais un terrain de jeu sur lequel se jouent des intérêts contradictoires de plusieurs puissances. D'accord. Autre pays qui votait également hier dimanche, c'est le Niger. Les Nigériens ont voté dimanche pour une élection présidentielle, image qui contraste avec ce qui s'est passé en Centrafrique, puisque là-bas, le vote s'est déroulé sans aucun incident grave. Les Nigériens étaient donc aux urnes dans le calme à une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus dans leur pays, habitués des coups d'État et minés par des attaques djihadistes. On va retenir ce que disait Ambroise Pondio, ce que disait le président Mamadou Issoufou. Quel que soit le vainqueur, la victoire appartiendra au peuple nigérien. C'est un jour spécial pour le Niger qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance. C'est ce que disait le président qui dit que je suis fier de pouvoir réaliser, enfin il dit passer le pouvoir en 2021, successeur démocratiquement élu sera ma plus belle réalisation. Oui, il faut le lui concéder, cette volonté manifeste du président Issoufou Mahamadou de quitter après 2 mandats, tel que recommandé par les tests de la communauté régionale, la CEDEAO. Le protocole additionnel l'a si bien souligné, sauf qu'il y a des voyous qui ne veulent pas aller au respect de ces tests. Alors, le saluant ainsi, il faut tourner autour même de l'organisation de ce scrutin. Vous savez, moi, je ne crois plus à la crédibilité des élections en Afrique, surtout francophones. J'ai comme l'impression qu'ils ont trouvé un mécanisme de fraude qui permettait à ce que l'on puisse aller sur un terrain électoral, disons, transparent, mais qui au fond, est toujours émaillé de systèmes de fraude très sophistiqués qui ne permet même plus aux citoyens avisés de savoir réellement s'il y a fraude ou pas. Alors, la fraude est à plusieurs niveaux, peut être à plusieurs niveaux. Je n'ai rien vu au Niger. Je prends le cas juste du Ghana. La résistance du camp NDC après le décès de Ronlis, j'ai visité au mois de juillet et autres. Ce que j'ai entendu, ça m'a fait croire qu'il y a eu un problème au Ghana après le décès de Ronlis. Et j'en ai même titré en disant Ronlis est mort et vive la dictature au Ghana ou vive le 3e, 4e mandat. Donc c'est pour dire que tout en saluant l'émergence de la démocratie et la civilité des Nigériens en allant voter pour un changement de président et cette volonté manifeste du président sortant, il aurait pu aussi faire comme Alpha Condé et Alassane Ouattara, mais il a choisi de partir, il a dit plusieurs fois.
et il a respecté cela. L'autre revers qui peut plus tard le rattraper, c'est de tout faire pour vouloir placer un remplaçant à tout prix à ces élections. On l'appelle, son dauphin s'appelle Bazoum Mohamed. Bazoum, de tout faire pour que Bazoum soit élu. Puisque vous savez qu'en Afrique, surtout francophone, les institutions sont toujours inféodées à l'exécutif. Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de législatif, tout est inféodé. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'institution forte qui puisse dire non, qui puisse dire oui. Pas comme ce qui s'est passé au Malawi ou au Kenya. Mais je me dis que, bon, accordons le bénéfice du doute à ce qui arrive au Niger. Mais ce qui a retenu, c'est que le chef d'État, il faut saluer sa maturité d'esprit et sa maturité politique de vouloir quitter la chose avant que les choses ne lui quittent. Alors justement, si ça s'est bien déroulé au niveau du Niger, Marc Aboufan, on le doit à cette volonté de Mamadou Issoufou de passer la main? Oui, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut saluer cette maturité politique qui est rare aujourd'hui dans cette Afrique de 2020, de voir des présidents qui sont au summum de leur pouvoir, qui ont tous les moyens pour y rester. Il le disait tout à l'heure, le Niger, c'est un pays quand même, l'un des pays au plus faible PIB, l'un des pays les plus pauvres au monde. Et donc, qui fait que les gouvernants sont des superpuissants. Et donc, avoir dans un tel contexte une volonté de partir, je pense quand même que ça dénote du fait qu'en Afrique encore, on a des hommes conscients, on a des hommes responsables, on a des gouvernants qui ont le sens. Mais je veux faire le parallèle un peu avec ce qui s'est passé au Mali. Vous savez, le Niger et le Mali ont pratiquement la même géographie et la même histoire, les mêmes problèmes. On a eu la même chose au Mali, ce que le président est en train de faire aujourd'hui. On l'a eu avec Alpha Omar Konaré. Mais il a fallu qu'après un nouveau mandat, les fameux militaires de Kati qui reviennent à la charge aujourd'hui rentrent dans le jeu politique, qu'ils contribuent à la dislocation du Mali qu'on connaît pour qu'on en soit où le Mali qui était parti pour être l'une des meilleures démocraties de la sous-région, l'un des pays qui était pratiquement sur la voie du développement est revenu derrière l'échelle sous-régionale. Et moi, même si c'est très beau, le jeu démocratique qui se joue en Guinée et au Niger, même si on a l'impression, malgré son soutien officiel, puisque c'est le candidat de son parti, Mohamed Bazoum, le président n'a pas été très présent dans la campagne. Le président sortant n'a pas été du tout présent même dans la campagne du PNDS Touraya. On a senti cette hauteur-là, ce qui est très intéressant pour la politique nigérienne. J'ai des craintes par rapport à l'avenir parce que rien n'est pour autant sûr que Mohamed Bazoum. On a vu aujourd'hui les réseaux qui le soutiennent. On a vu les moyens qu'il a déployés pour battre la campagne. Tous ces moyens-là, tous ces réseaux-là vont vouloir, une fois qu'ils seront au pouvoir, récupérer ce qu'ils ont investi dans cette campagne. Et on sait, le Niger, déjà, l'état même du pays, on sait que le Niger aussi est très réceptif à tout ce qui est mouvement terroriste, mouvement djihadiste, les mêmes problèmes quasiment que le Mali. On sait aussi que le Niger regorge de beaucoup de ressources minières et donc qui peuvent attirer beaucoup de choses. On sait que la France en a longtemps fait sa chasse gardée avec Areva. On sait que dans les prochains jours, en tout cas avec les moyens qu'on a vu le président Bazoum, le futur président Bazoum, parce que je crois qu'il a toutes les chances de son côté utilisées, on risque d'avoir des Turcs, des Russes venir pour cet uranium nigérien dans les prochains mois. Et ma crainte, c'est qu'on en arrive à une situation de dislocation comme on est au Mali aujourd'hui. Mais il faut aussi, au-delà de tout ce qu'on peut reconnaître au président Issoufou, dire que on va à cette élection sans son principal opposant qui est en prison aujourd'hui. Et il a été gracié. Il a été gracié il y a quelques mois, mais qui n'a pas eu la possibilité de se présenter et dire donc de nuancer aussi le fait que malgré toute cette hauteur-là qu'il a pris, malgré la manière dont on l'a vu, il s'est quand même assuré d'une certaine manière que son dauphin puisse prendre la place en lui évitant justement d'affronter celui qui était capable de poser problème dans un affrontement vraiment équitable. Alors, de toute façon, ce premier tour s'est déroulé sans incident grave, dit-on. On redoutait aussi de notre côté, en dehors de ce que peut être de violence, on redoutait aussi des attaques terroristes. Il n'en a pas vraiment été question. Oui, effectivement.
Et c'est le point le plus surprenant pour moi. Parce que moi, je pensais, vu le Niger, dans sa situation qu'on connaît depuis longue date, on se posait la question de savoir si ces élections peuvent vraiment avoir lieu dans le calme que nous avons vu. Heureusement, eh bien, on signale qu'il y a eu un calme. Et donc là, il faut, comme on le disait, féliciter le président sortant qui a joué le jeu. En n'allant pas dire non, je veux un 3e mandat, ou bien j'ai un dauphin qui serait bon, et après je reviens moi-même, etc., etc. On en a entendu un peu partout. Je crois que c'est à féliciter. Et maintenant, nous connaissons la situation dans nos pays africains. Et lorsque, par exemple, on voit celui-là dont nous sommes en train de dire qu'il est le meilleur positionné, et tout ce qui entoure ce meilleur positionnement, on le sait. Et du jour au lendemain, on sait que le Niger peut encore retomber dans des histoires. Et c'est à cela qu'il faut maintenant prier, à cela qu'il faut travailler, de façon à ce que les pays africains, il faut que les pays africains reviennent africains. Il faut que l'Afrique soit africaine. À chaque fois que moi j'arrive ici, je situe ce problème-là, que tant que l'Afrique ne sera pas africaine, nous avons beau faire notre démocratie à notre manière, quelqu'un l'a dit, la démocratie à la manière africaine. Nous avons beau faire cette démocratie à l'africaine, mais après des belles périodes que nous notons, on tombera toujours dans des situations qui ne sont pas plaisantes. Et c'est là où moi j'interpelle la conscience du peuple nigérien, que c'est bien, on a fait une élection, il faut rendre grâce à Dieu parce que le partant a accepté parti, a accepté organiser les élections, comme on est en train de le dire, n'a pas influencé tellement le scrutin. Il a laissé le scrutin se dérouler. Il le disait hier que c'est sa joie aujourd'hui et de contribuer à ce que donc son pays fasse une nouvelle transition, enfin une première transition démocratique, et que sa joie, c'est ça. Je crois qu'il faut que cette joie-là anime tous les Nigériens pour qu'ensemble ils se disent il faudrait que nous luttions pour que notre pays soit ce que nous voulons qu'il soit, et non pas ce que, je vais utiliser peut-être le langage de quelqu'un, et non ce que les autres voudraient qu'il soit. Et il faudrait que nécessairement nous puissions contribuer ensemble à une Afrique beaucoup plus africaine. C'est ça. Malgré, enfin, tout ce que les confrères viennent de dire est vrai. Ça, c'est des points qu'il faut vraiment souligner. Mais il faudrait que les Africains se disent, nous voulons une Afrique pour nous. Les Nigériens disent, nous voulons une Niger pour nous. Et donc, le jeu sera joué. Sans ça, je crois que les puissances internationales, les puissances étrangères viendront encore. Parce que vous savez, le Niger est un pays très riche. En uranium. En uranium. Oui. Et ça fait des problèmes dans le passé. Ça fait beaucoup de problèmes. Et c'est la France, comme on était en train de le dire, qui jouait à faire le beau jeu là-bas, qui s'étalait, qui faisait ce qu'il voulait, etc., etc. Donc, il faudrait que les Nigériens puissent avoir un sursaut d'orgueil pour se dire, nous sommes en voie de rentrer dans un nouvel État qui nous assure une démocratie et que nous devons lutter pour que cette démocratie soit vraiment soutenue. Est-ce que le fait que Mamadou Issoufou ne soit pas candidat et n'ait pas non plus cherché à être, j'allais dire, constamment aux côtés de son dauphin, est-ce que ça signifie qu'il n'a pas d'une manière ou d'une autre influencé le vote pour la victoire de son candidat? Non, ça c'est seulement les novices et ceux qui sont justement dans le noviciat qui croiront à cela. Je me dis que c'est même pas possible. En Afrique, et même en Occident aussi, ça se passe. Il y a toujours l'influence du président qui sort. Vous savez, la première des choses qui, d'obédience, oblige, personne ne l'oblige, hein, mais qui l'oblige, entre griffes, ou qui l'emmènerait à soutenir quelqu'un qui vient de son parti, à accéder, à lui succéder, c'est de ne pas voir demain le traduire en justice. Ça, c'est la crainte de tout chef d'État, surtout chez nous en Afrique ici. Ce qui fait que même toute la machine administrative est huilée pour le dauphin du président sortant. Ça a été toujours comme ça. Sauf que si c'est que nous sommes en démocratie comme en Inde, comme ça s'est joué au Cachemire tout récemment, avant-hier, c'est le vrai vainqueur qui va sortir des urnes. C'est là le miracle indien. Il y a un miracle indien. Vous imaginez que ce soit au Togo, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, où le gouvernement actuel qui est là,
dans l'Asie, l'Asie État, et l'Asie plutôt l'Inde État, qui accorde une autonomie au Cachemire, qui aujourd'hui se laisse gagner. Vous avez entendu ça en Afrique? Jamais. C'est ce qui me fait croire qu'il y a une démocratie en Inde. Même mieux qu'aux États-Unis. Bon, pas tellement, mais mieux que dans certains pays. Parce que j'étais surpris qu'avec toute sa puissance, Ramodi, qui est là, il a été son parti a été battu. Il y a une démocratie en Inde. Si on retrouvait cela dans certains pays francophones, ici, mon frère, nous, on serait tranquille. Mais vous savez, ce qu'on dit là, ça, c'est ce que beaucoup entendent. Il y a des choses qui se passent en bas, qu'on ne voit jamais. C'est là où il y a l'hypocrisie des anciennes métropoles, surtout de la France et des autres puissances étrangères. Si vous avez quelque chose à l'endroit de l'uranium nigérien, dites-le. Parce que si vous ne voulez pas être déchiré, être haï en Afrique, ayez le courage de dire que, bon, nous sommes là, pas faire des accords secrets entre les pays. Ce que nous disons par rapport au Mali, ça se passe aussi au Niger. Et même, nous, on a appris des choses, certes qui n'est pas officiel, mais qui serait très dangereux pour le Niger et le Mali. Parce que même, il semblerait qu'il y a même certains candidats qui seraient financés par les djihadistes. On a entendu ça. C'est grave. Et surtout, moi, je n'ai pas confiance à cette histoire de Bazoum, tout ça là. Parce que c'est des milliardaires d'ailleurs qui financent. Tu deviens président, on laisse l'uranium, on laisse tant. C'est ça l'Afrique. Et Basile disait quelque chose d'intéressant. L'Afrique à l'Afrique. À l'heure actuelle, c'est pas aussi du chocolat, c'est pas facile. Ce ne serait pas facile. Mais avec la détermination de ces chefs d'État, certains dirigeants, il faut d'abord renforcer l'Union africaine. Il faut renforcer les structures régionales, la CEDEAO, la CEMAC. La CEMAC est à terre, elle est même sous l'eau. Elle tente d'imiter la CEDEAO qui prend un virage extrêmement à droite. Mais je me dis que, regardez le président de l'Union africaine. C'est Konaré seul qui m'inspire au jour d'aujourd'hui. C'est Alpha Ouma Konaré. Ce monsieur, j'ai l'impression que quand il veut mener une délégation, il y a des téléphones rouges qui sonnent. Je vais raccrocher, même couper les cordes de tous ces téléphones rouges-là. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être à ce niveau-là. Si jamais Dieu me laisse à ce niveau, ces présidents vont souffrir. Soit ils vont larguer des gens pour me tuer, c'est tout. Je vous le dis en toute honnêteté, parce que il faut qu'il y ait des gens courageux, comme les Sankara, pour dire non à ces blancs-là. Ce que tu dis, qui est réel, avant que ça, on y arrive, il faut qu'il y ait des gens courageux, des chefs d'État courageux pour dire directement la vérité et publiquement. Quand même réagir sur ces éléments. Vous savez, l'un des véritables problèmes de notre continent, c'est pas... Ça fait mal, quoi. Ces discours. Hein. Je pense que beaucoup... on a tellement entendu ces diatribes que à chaque fois qu'on a une personnalité, qu'on a une personne nouveau, les quelques rares, à l'image de Mamadou Issoufou, qui véritablement mettent en œuvre cette vision de l'Afrique que nous avons, sont rares. On a vu les meilleurs économistes, les diplômés les plus brillants, qui une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, n'ont appliqué que le contraire de ce qu'ils nous ont appris. Le cas le plus récent, le plus patent, est le cas d'Alassane Ouattara, qui est l'un des plus brillants économistes. Donne même pas ce nom. Qui, c'est même pas une référence. Il y a quelques années encore, faisait de belles diatribes sur ce que devait être l'Afrique, sur le fait de partir du pouvoir et tout ça. Et je pense que l'Afrique a un problème fondamental. Un problème fondamental parce que quand vous prenez sur l'échiquier mondial tous les autres pays auxquels, à part la France, qui est un petit pays aussi, ou quelques pays d'Europe, mais qui heureusement se retrouvent au sein de l'Union européenne et donc qui forment un ensemble important, vous avez toutes les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, qui forment un véritable ensemble géographique. L'Inde dont tu parlais tout à l'heure, la Chine, qui sont de véritables ensembles géographiques. Mais l'Afrique, vous avez presque la même superficie pour la Chine et l'Afrique, mais la Chine, c'est un seul pays. L'Afrique, vous en avez 52, 54. C'est dire que ces divisions-là, tant qu'on ne transcendera pas nos frontières, parce que nous prenons un pays comme le Togo, de sa taille, de sa forme, de sa géopolitique, quel véritable impact le Togo peut avoir quand des pays qui brassent des milliards en termes de PIB s'expriment. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une vision globale de l'Afrique, tant qu'on n'ira pas, vous savez, on a longtemps parlé de la ZLECAf, on n'y est jamais allé. Nous avons même un marché, quand vous parlez de la CEDEAO, qui
aurait dû être une entité forte, mais ne l'a jamais été. La CEDEAO aujourd'hui, c'est 300 millions de consommateurs. Les Marocains, je pense, les pays maghrébiens convoitent ce marché de consommation, mais au sein de la CEDEAO, on n'est même pas capable d'avoir une stratégie commune pour promouvoir l'industrie locale. Et donc, je pense qu'à mon avis, il y a du travail à faire sur plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement sur l'aspect politique, mais à mon avis, que ce soit sur les questions même sécuritaires, parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que tous ces pays de la CEDEAO réunis ne soient pas capables de faire face à un groupuscule de personnes dénommé Boko Haram. Et donc, à mon avis, il y a une compétition internationale aujourd'hui pour la même mise sur les ressources. Et nous savons tous que l'Afrique est le continent aujourd'hui qui dispose de plus de ressources. Et tant que nos chefs de l'État vont continuer à végéter dans les esprits dans lesquels ils sont aujourd'hui, on aura beau avoir les meilleurs éléments, on aura beau avoir les meilleurs universitaires, on aura beau avoir les meilleurs spécialistes des questions, on n'ira nulle part. Alors, si on revient un peu sur le Niger et son élection, est-ce que la transparence du scrutin est garantie? Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la transparence du scrutin est garantie? Point d'interrogation. Je la pose parce que lorsqu'on va au fond des choses et ce que on a un peu découvert un peu partout, c'est le financement. D'où viennent les financements de ceux qui sont aujourd'hui les mieux positionnés? Et surtout Mohamed Bazoum. Voilà. Peut-on vraiment faire confiance à ces financiers? Est-ce qu'ils ne sont pas passés par d'autres créneaux pour créer des situations qui permettent à leur personne de pouvoir l'emporter? Et donc, mais bon, de toutes les façons, il y a eu les élections ont eu lieu. Il y a peut-être des contestations qui vont peut-être venir, parce que pour le moment, on n'a pas encore entendu de contestations. Mais des contestations vont venir. Et puis, peuvent arriver. Dès que les résultats seront là. La dernière fois, le président sortant a eu tout le mal pour vraiment respirer et pour se dire « je suis élu ». Et après, on a découvert des histoires où il y a des gens qui traversaient la frontière avec des mallettes de billets flambants neufs, alors que le pays duquel ils proviennent ne peut pas les autoriser à transporter autant de... etc., etc. Donc, en Afrique, transparence des élections. Bon, c'est vrai qu'en Europe également, en Amérique également, la dernière fois, Biden a été confronté à celui qui était là avant lui. Et ça a créé pas mal de problèmes jusqu'à ce que, dernièrement, ceux qui devaient dire « nous entérinons les élections de Biden » ont parlé et je crois que notre Trump a fait un peu de recul, mais il n'est pas toujours... Donc, parler de transparence des élections, je crois qu'il y a toujours des points d'interrogation que nous allons toujours poser à chaque fois qu'il y a une élection. Même en Europe, même aux États-Unis, même en Afrique. Transparence, c'est point d'interrogation. Il y en a qui font des efforts. Il y a des pays qui font des efforts dans le monde. Moi, je ne veux même pas aller jusque dans le monde parce que les systèmes électoraux et les mécanismes instaurés pour pouvoir conforter la crédibilité des élections sont là, en Suisse, en Allemagne, partout. Je viens de citer le cas de l'Inde j'admire l'Inde de par sa démocratie. C'est-à-dire, on parle de la démocratie, souvent on dit la plus grande démocratie au monde. On parle de l'Inde comme ça. J'attends seulement. C'est hier que j'ai su réellement que l'Inde est une démocratie. Et donc, revenons par exemple dans le cas du Niger, et Marie a si bien répondu à la question. Oui, ainsi. C'est-à-dire que ce n'est même pas évident, je l'ai dit. Je l'ai dit que un président sortant qui laisse un dauphin, déjà, il faut avoir des suspicions autour du soutien logistique, administratif et tout, que pourrait avoir ça force la règle de l'équitabilité au niveau donc de la campagne et de tout ça. De deux, Bazoum même, étant ancien ministre plusieurs fois, il a des réseaux. Bazoum est assis dans les réseaux. Et quand on est assis dans les réseaux, pas forcément à l'interne. Il y a des réseaux internationaux. C'est-à-dire, quelqu'un l'a dit, qui soutient les candidats. Chaque réseau a son candidat. Et ces réseaux-là, ce n'est pas forcément l'argent. C'est les ressources minières qu'il faut exploiter par après. C'est ça. Donc, le mal, vous savez, l'Afrique va arriver. Quoi qu'on en dise, l'Afrique va arriver. Moi, j'ai foi, même si ça va traîner, ça va arriver. Vous voyez le cas du Rwanda, le président Kagame n'est pas blanc en matière de démocratie. Il n'est pas non plus blanc sur certains terrains. La preuve, il aurait envoyé des gens aller tuer des opposants en Afrique du Sud, on en a appris ça. Mais, je donne juste l'exemple du Rwanda qui a envoyé des troupes en Centrafrique. Ce n'est pas anodin.
c'est la lutte anti-colonialiste et la lutte anti-néo-impérialiste qui a commencé de façon stratégique et intelligente. Mais, Et quand vous lisez bien, vous comprendrez que il y en a qui doutaient. Le Togo aussi, de par sa configuration, même si le nord du Togo est cité dans des louches, au Mali et autres, le Togo est un pays aussi stratégique qui pouvait aussi envoyer des troupes au Rwanda, comme il le fait actuellement au Mali et ailleurs. Parce que, à un moment donné, il faut soutenir ce qui est soutenable. Et il ne faut pas toujours soutenir pour les missions de paix des Nations Unies, ça on peut comprendre. Mais il faut soutenir des gens qui font foi de mettre hors d'état de nuire l'ancienne métropole ou certaines puissances nuisibles. La Turquie, la France, c'est-à-dire qu'on a beau être ancienne démocratie, tout ça là. Moi, je soutiens la France. Parce que la France a fait beaucoup en matière de démocratie. La France, je vais terminer. La France a fait beaucoup. J'aimerais qu'on revienne quand même en à la question. En matière des droits de l'homme. Qui est la question de la transparence des élections. Mais je me dis que, justement, cette question de transparence, ça vient de la France depuis 1789. Non. Mais si aujourd'hui, même si on se rabat sur l'année 1771 aux États-Unis, avant la Révolution française, je me dis que la France a beaucoup fait. Mais sauf qu'il y a de l'hypocrisie dans ce qui ressort des résultats de ce que la France a fourni. Vous voyez donc, il y a tellement de choses en matière de transparence qu'il faut... Oui, vous savez, au Niger, comme dans beaucoup de pays africains, la transparence dans les élections sera discutable, toujours, quoi qu'il advienne. Mais je pense que le Niger est bien parti. Déjà quand on a un président qui, malgré les sollicitations des partisans, comme on a vu dans d'autres pays, a accepté partir, a voulu quand même un legs démocratique à son pays. Je pense que c'est un bon pas vers la transparence. Nous avons des institutions au Niger qui ne sont pas totalement inféodées au pouvoir comme on le pense. La plupart des opposants sont d'une certaine manière représentés au sein de la commission électorale. Et donc, à mon avis, on peut présumer, si tous les acteurs ont accepté les règles du jeu, on peut présumer quand même que même si ce n'est pas une transparence totale, il y a quand même des éléments qui rassurent sur le fait que les résultats issus des urnes soient représentatifs de ce que le peuple nigérien aurait exprimé. D'accord. Partons maintenant pour la grande pause et on revient après le journal.